Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la santé mentale. Je me présente, je m'appelle Marina Esdiari, je travaille dans le groupe Audience. C'est un groupe de protection sociale qui est à but non lucratif, qui est indépendant et qui est paritaire. Donc nos métiers sont la gestion des retraites complémentaires, la santé prévoyance, l'action sociale, la gestion des congés payés et des services spécifiques qu'on propose aux branches et aux entreprises sur des sujets pointus. Alors voilà, donc aujourd'hui on a décidé de parler de la santé mentale. Alors il y a eu quelques personnes qui me demandaient pourquoi santé mentale. Eh bien, pourquoi pas santé mentale? Parce qu'avant tout, c'est santé. Et donc, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. C'est vrai que l'esprit est plutôt invisible et le corps est visible. Mais en tout cas, pour nous, ça fait partie de la santé, de manière générale. J'ai envie de dire que eh bien, c'est un sujet qui a été tabou pendant très très longtemps. C'est toujours un peu le cas. Mais comme beaucoup d'autres thématiques qui émergent aujourd'hui, qui ont commencé à émerger, notamment les violences, mais pas que, la santé mentale aussi fait son petit chemin. Alors on me dit que c'est surtout après Covid, parce qu'on a tous pris un coup un petit peu dans le casque à cause du confinement, etc. Mais voilà, c'est une évolution sociétale. Il y a des sujets qui sont restés sous le tapis pendant longtemps et qui émergent. Et donc aujourd'hui, il y a les langues se délient, les gens en parlent, et c'est une bonne chose. Et donc avec nous aujourd'hui, il y a ma collègue Sarah Minsky, qui est psychologue clinicienne et qui est responsable... Psychologue du travail. Du travail, et qui est responsable de l'accompagnement des parcours professionnels chez Audience. Christophe Ferver, qui est psychanalyste, chanteur lyrique, psychologue, qui travaille également avec Audience sur différents sujets. Et donc, ils vont nous développer cette problématique un petit peu plus. Donc, on peut commencer avec toi, Christophe, pour nous faire un panorama général. Qu'est-ce qu'on entend par santé mentale? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Et après, on passera peut-être à Sarah pour dire que fait Audience, quelles sont les aides disponibles. On laissera peut-être un quart d'heure pour les discussions à la fin. Donc, gardez vos questions, mais on tient vraiment à ce que ce soit interactif. Donc, cher Christophe, qu'est-ce la santé mentale? Oh là là, vaste question, Marina. Bon, merci en tout cas de votre invitation au nom d'Audience. Je dirais déjà que pour nous les psys, la définition de la santé mentale, elle recouvre 3 domaines. En général, on parle d'un modèle pour concevoir la santé mentale, un modèle qu'on appelle bio-psycho-social. Ça, c'est très important, notamment pour notre thème d'aujourd'hui. Alors, pourquoi bio-psycho-social? Parce que très souvent, on associe santé mentale uniquement au côté psychologique, au côté psychique. C'est une dimension évidemment extrêmement puissante, très importante, parce que finalement, c'est sur ce terrain-là que ça s'exprime. C'est-à-dire sur le terrain de l'humeur, sur le terrain justement psychologique. Mais on fait toujours, nous, quand on reçoit quelqu'un et qu'on essaye de poser un diagnostic et de comprendre qu'est-ce qui se passe à un moment donné où quelqu'un est en chute, on va dire, de santé mentale, on essaye toujours de prendre aussi en considération les 2 autres aspects, c'est-à-dire l'aspect bien sûr biologique, notamment il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité génétique, qui peuvent prédisposer à certaines maladies ou certains troubles psychiques. Il peut y avoir des effets aussi réactionnels, et notamment, puisqu'aujourd'hui on est là autour de la question de l'écologie ou de comment l'impact de l'environnement aujourd'hui sur nous agit, et bien entendu que ça agit aussi sur nos corps, il ne faut pas l'oublier ça, donc c'est l'aspect biologique qui rentre en compte. Et puis le 3e aspect, il est social, c'est-à-dire comment, et ça je parle de l'environnement, on va dire, élargi au-delà de l'écologie, c'est-à-dire comment notre environnement, nos interactions avec les autres, ou la société dans laquelle on évolue, agit, influe sur notre état de santé mentale. Donc, modèle bio, psychosocial. Déjà, il faut avoir ces 3 dimensions pour bien comprendre comment on peut envisager la question de la santé mentale. Après, je dirais qu'il faut, peut-être, Marina, pour
poser un petit peu, j'allais dire, les bases d'une sorte de micro-photographie de la santé mentale en France aujourd'hui. Il y a, on va dire, 3 chiffres à retenir. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais on ne va pas avoir le temps de les développer. 3 grands chiffres. Premier chiffre, 1 sur 4. 1 sur 4, c'est le nombre de Français, dont peut-être, donc ça veut dire le pourcentage de Français, dont vous, le pourcentage global de tous les Français, qui vont traverser au fil de leur vie un épisode caractérisé de troubles psychiques. Je ne parle pas du petit malaise existentiel ou de la petite dépression, on va dire qu'on peut tous traverser, la baisse d'humeur. Je parle d'un épisode caractérisé. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on va voir un médecin, on va voir un psychologue, il y a un diagnostic qui est posé, il y a une nécessité de traitement, voire un arrêt maladie ou un arrêt de travail pendant un certain temps, qui nécessite donc toute cette mise en place, donc cette reconnaissance d'un moment où on est un moment dans un cadre de ce qu'on appelle la pathologie. Un Français sur 4, durant sa vie, va traverser un épisode de ce type. 20%, et encore, le chiffre est totalement minimisé, mais c'est le chiffre officiel. On sait qu'il est minimisé parce qu'on ne peut pas accéder à la réalité, mais c'est le chiffre minimum, 20% de Français qui prennent actuellement, là en ce moment, des psychotropes quotidiennement. Quand j'entends psychotropes, c'est tous les traitements antidépresseurs, anxiolytiques, ce qu'on appelle thymorégulateurs, c'est pour réguler l'humeur, ou ce qu'on appelle les antipsychotiques, enfin bref, tous les traitements médicamenteux, les molécules, pour réguler notre état de santé psychique. 20%. Et je vous dis, c'est totalement minimisé. Minimisé par un autre facteur dont je vais aborder tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les automédications, la prise de substances, de toxiques, qui servent aussi quelque part d'automédication. Mais je vais y revenir. Troisième chiffre, un peu plus de 100 milliards. Un peu plus de 100 milliards, c'est quoi? 100 milliards, c'est le coût de la santé mentale, tout coût confondu, en France. L'assurance maladie, les arrêts de travail, les remboursements justement de psychotropes, etc., etc. Toutes les consultations en plus. Plus de 100 milliards. En fait, même bien plus. Mais bon, c'est le chiffre un peu officiel. Voilà, ça c'est la photographie, ça c'est la réalité aujourd'hui. L'impact de la santé mentale et la réalité de la santé mentale en France. Après, si je développe très très vite, j'allais dire les spécificités de ce qu'on appelle la santé mentale par rapport aux autres maladies dans le champ de la santé biologique. Il y a des particularités qui font que souvent ça passe sous les radars, et c'est ça le problème. La première particularité, c'est que si vous avez une rage de dents un dimanche soir, je fais le pari, je ne vous demande pas de lever la main tous, là, mais je suis sûr que quasiment je vais avoir 100% qui vont dire « Ah non, mais lundi matin, moi j'appelle mon médecin, mon dentiste, et j'espère avoir un rendez-vous le plus vite possible. » On est sur Doctolib déjà le soir même. Voilà, ils sont déjà même dimanche soir en train de prendre le rendez-vous. Si vous avez un fléchissement dépressif, si vous avez une attaque de panique, mais surtout les fléchissements dépressifs, qui sont quand même, vous savez, le grand trouble aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le trouble anxio-dépressif, qui mélange un petit peu les deux, anxiété et dépression. Si vous voulez, je pourrais vous présenter ça un peu plus longuement tout à l'heure dans les questions. Eh bien là, ce qu'on sait, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, plus vous allez mal, moins vous allez demander de l'aide. Ça, c'est une des particularités de la santé ou des troubles psychiques. Ça, c'est terrible. Plus vous allez mal, plus vous vous enfermez, notamment dans la dépression, et plus, ça on le connaît bien, plus vous allez vous isoler, vous allez fermer la porte, vous trouver sous la couette, vous n'allez plus répondre au téléphone, et vous aurez encore moins l'énergie, parce que ça participe des symptômes de la dépression, par exemple, vous aurez encore moins l'énergie d'aller parler à un psy, d'aller parler de vos problèmes, vous allez vouloir vraiment vous replier sur vous-même encore plus, et donc rentrer dans le cycle infernal de ce qu'on connaît bien, la dépression. Autre particularité, c'est que pour beaucoup de troubles psychiques, par rapport à d'autres maladies, c'est invisible. Il y a des maladies somatiques qui sont invisibles, mais les troubles psychiques, en général, sont invisibles. Moi, je pourrais être malade, là, avoir un trouble particulier, vous ne le verriez pas. Si je me tenais à peu près, si j'avais
un traitement qui me permettait de tenir, vous ne le verriez pas. Je pourrais être en interaction avec vous, vous ne sauriez pas, par exemple, que je suis bipolaire. Vous ne sauriez pas, peut-être, que j'ai un trouble du spectre psychotique, etc. D'accord ? Et invisible, et je rajoute le petit élément qui est très particulier, là aussi, volontairement caché. C'est-à-dire qu'en plus, je pourrais, moi, parce que ce sont des troubles qui sont encore dans la société française très stigmatisés, avec une dimension de déni aussi, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître qu'on a un trouble psychique, on dit non, 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 eh bien en plus je vais le cacher. Je ne vais pas vous le montrer, je vais encore moins demander de l'aide. Vous voyez, c'est toujours ce cycle de je m'isole avec mon trouble. Autre particularité, c'est fluctuant. Alors ça, c'est compliqué. Vous avez une maladie qui se déclare, vous avez un cancer, vous avez des grandes maladies comme ça. Malheureusement, ce n'est pas très fluctuant. Ça se développe, voire ça se chronicise. Ça dépend le style de maladie. Mais ça reste un certain temps. Ce n'est pas un jour ça va pas. La maladie psychique, le trouble psychique, des fois, vous pouvez être d'une humeur dépressive pendant 48 heures, ne pas dormir, voyez, avoir des troubles du sommeil, etc. Et puis, il se trouve qu'un pote débarque, vous remonte un peu le moral, vous dit « allez, sors avec nous » et ça va un petit peu mieux. Du coup, le lendemain, vous dites « non, je ne vais pas appeler le psy ou le médecin parce que ça va mieux ». Et puis le soir, paf, c'est reparti, vous dormez à nouveau pas bien et reparti pour 48 heures ou une semaine. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça, on connaît très très bien ça en psy, c'est-à-dire que ça retarde encore plus tout ce que je vous ai dit avant, ça retarde encore plus la demande d'aide. Puisqu'on attend une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et malheureusement, ce qu'on sait, c'est que plus on attend, plus ça s'aggrave. Et plus, du coup, vous avez compris, c'est difficile de demander de l'aide. D'accord ? Ça, c'est très important. L'autre problème aussi, c'est qu'en général, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qui déclenche le trouble psychique. Par exemple, la dépression, la chute dépressive. C'est un facteur, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'à un moment donné, un peu comme le burn-out, eh bien, on n'y arrive plus. On lutte, et à un moment donné, on s'effondre. Et donc, on peut lutter un certain temps, être résilient, j'allais dire, face à l'adversité de ce qui nous arrive pendant un certain temps. Donc, on n'est pas bien, mais on a encore des forces pour lutter, et on tient le coup. Du coup, on ne demande pas d'aide, on ne demande pas de soutien, et on lutte un peu tout seul. Et puis un nouveau facteur, un autre problème arrive dans notre vie, et là, la goutte commence à déborder, mais on tient encore un petit peu. Et puis un troisième facteur arrive, et vous savez, dans la vie, il peut y avoir plein de choses qui nous arrivent, et là, ce jour-là, et c'est ça le problème du trouble psychique, c'est que ce jour-là, le cerveau, il dit stop. Mais des fois, il dit stop de façon radicale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous ne vous levez plus, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus vous concentrer, vous ne pouvez plus mémoriser, enfin bref, c'est ça qu'on appelle le burn-out. Bon, c'est un des troubles, c'est pas que ça. Et là, on rentre dans ce cycle où justement, malheureusement, eh bien, je vous l'ai dit, on ne demande pas d'aide, on s'isole encore plus, et ça retarde, etc. etc. Dernier facteur, il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas développer plus. Dernier facteur, et c'est presque le plus problématique, et là je rejoins un peu les métiers qui nous intéressent aujourd'hui, notamment dans l'audiovisuel, mais pas que. Mais en tout cas, les métiers de la culture sont les plus impactés par ce dernier facteur. C'est le facteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'automédication. C'est quoi l'automédication ? C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien, en général, vous n'allez pas voir d'abord un psy, même pas votre médecin généraliste. Ce que vous allez commencer à faire, vous avez des troubles du sommeil, vous ne vous endormez pas bien, parce qu'en général, ça, c'est les facteurs de stress. Ou alors, vous vous relevez à 5 heures du matin, ça, c'est plutôt les signes de la dépression. Les premiers signes, en général, c'est le trouble du sommeil. Le sommeil commence à être altéré, il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui est à la portée le plus facile ? Eh bien, ce qui est à la portée le plus facile, ce sont les substances, nous on appelle ça comme ça. Les substances qui sont à disposition, plus ou moins de façon licite, mais qui sont quand même très facilement à disposition. La première qui est à la disposition et qui a un vrai effet, on va dire psychotrope, c'est l'alcool. Très concrètement, c'est la première des substances dont on se sert quand notamment on est très anxieux. Eh bien, on le sait, l'alcool a un effet sur l'anxiété, il y a un effet d'anxiolyse, puis après, si ça ne suffit pas, eh bien, on peut monter en gamme.
Vous avez d'autres substances, vous les connaissez, le cannabis, qui a un vrai effet d'anxiolyse. On le sait, c'est ça qu'on vient chercher. Le problème, c'est qu'il y a plein d'effets secondaires à toutes ces substances, et en plus, vous rajoutez un problème au problème. Parce que, bien entendu, si vous allez chercher ces substances, non pas juste pour un contexte festif, là, moi, j'ai rien à en dire, hein, mais bon, voilà. Mais si vous allez chercher ces substances pour vous automédiquer, pour lutter contre de l'anxiété ou une dépression qui s'installe de façon insidieuse, eh bien, vous rajoutez en plus un problème d'addiction qui risque d'arriver. Et là, à un moment donné, vous tombez dans un cycle infernal où vous avez besoin du produit pour lui-même, vous ne savez même plus si c'est pour... parce que vous n'êtes pas bien, vous n'étiez pas bien à la base et vous êtes allé chercher une sorte d'anxiolytique plus ou moins naturel, hein, ou bien si, à un moment donné, juste vous avez besoin du produit pour le produit, c'est ce qu'on appelle l'addiction. Et là, tout se mélange. Et nous, les psys, quand on reçoit ça, bah, c'est très compliqué, c'est pas si simple. Parce qu'il y a deux problèmes à régler en même temps. Voilà à peu près, hein, si je peux dire, si j'ai pas été trop long, voilà, un petit panorama de ce qu'on entend par santé mentale et comment ça fonctionne pour nous. Merci Christophe. J'ai quelques petites questions avant de passer la parole à Sarah. Dans nos métiers, il y a quand même des spécificités. Il y a des horaires extrêmement décalés, il y a des voyages. Là, à l'heure du déjeuner, il y a une jeune femme qui disait « Moi, je suis éco-manager, mais il faut que je change de domicile tous les 3 jours. Donc, bonjour la vie familiale, etc. etc. » Plus toutes sortes voilà, de pressions, enfin, notamment les violences sexistes et sexuelles, dont on parle aujourd'hui de manière ouverte, et d'autres types de pressions. Donc ça fait quand même pas mal de spécificités, non, dans ce domaine, en tout cas. Oui. Et puis aussi le fait de traiter ces sujets, notamment par les films, par les documentaires, par les fictions, etc. Parce que vous êtes obligé de vous pencher sur des choses difficiles. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Je ne sais pas si, François, tu es éco-anxieux à cause des contenus, mais on ne peut pas dire que ça ne fait rien, en fait, à notre esprit. Bon, alors là, tu as plusieurs questions en même temps, Marina. Je ne sais pas laquelle prendre, parce que la dernière est presque la plus intéressante. Mais je vais faire rapidement. Mais celle-ci, très très importante. C'est ce qu'on appelle l'effet vicariant. Non, mais je vais revenir dessus, on le garde en tête. Je réponds aux premières questions. Est-ce qu'il y a des spécificités dans le monde de la culture, et notamment de l'audiovisuel? Évidemment que oui. D'abord parce que, on le sait, et ça c'est les chiffres officiels, on a très très peu de données, alors ça c'est un vrai problème. Surtout en France. On n'a pas, je vais être catégorique, hein, j'ai cherché beaucoup, je sais me renseigner dans les... On n'a pas de chiffres clairs, on va dire de lecture possible de la santé mentale, de l'état de la santé mentale dans les milieux de la culture. Ça n'existe quasiment pas. Il y a quelques petites enquêtes comme ça qui sont en plus des enquêtes autodéclaratives qui donc sont pas, on ne peut pas prendre ça vraiment au sérieux sur le plan ce qu'on appelle épidémiologie, hein, épidémiologie de la santé, c'est-à-dire avec des vrais chiffres, de savoir, bon les chiffres c'est pas tout, mais quand même ça donne une bonne lecture, on n'a rien. Pourquoi? Parce que dans la culture, dans le milieu de la culture, très globalement, moi je suis chanteur lyrique, donc je suis loin de vos secteurs, l'audiovisuel, enfin loin, pas tant que ça, mais donc les métiers de la musique, c'est pareil. On a 0 chiffre. Pourquoi? Parce que dans les métiers de la culture, et ça va rejoindre ma réponse, eh bien il y a une particularité qui fait que on cache encore plus. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est encore plus majoré. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers où il y a beaucoup de précarité, où c'est très compliqué, du coup, d'aller dire à son employeur, de dire, bah là, je suis un peu en burn-out, j'arrive plus à bien fonctionner, mais il faut, s'il te plaît, garde-moi quand même mon job, quoi. Moi, je sais, en tout cas dans les métiers de la musique, que ça, c'est ultra tabou. Moi, je chantais avec des collègues à côté, sur scène, hein, qui, je savais, en dépression, qui étaient dans les coulisses juste 5 minutes avant de rentrer en pleurs. Et la voix, du coup, nous, on est chanteurs, donc en plus, notre instrument est directement impacté. Enfin, c'était terrible, quoi. Hein, et qui ne le disaient pas au chef d'orchestre. Parce que, surtout, on ne le dit pas. Aide-moi, on se soutient, on fait tout ce qu'on peut pour masquer. Je vous disais qu'on le cache, mais là, c'est plus. Hein, parce qu'on est tous intermittents. Enfin, moi, dans mon métier, on était intermittent du spectacle. Hein, et donc, évidemment, la peur, c'est qu'on ne soit pas réengagé à la prochaine production. Parce qu'on est défaillant. Vous comprenez? Autre facteur très spécifique à la culture, je vous parlais de la prise de substances. Hein, et bien ça aussi, on le sait. Il y a un chiffre, alors ça par contre on l'a, le chiffre, c'est Santé publique France, vous savez, c'est le grand site du gouvernement, là, très officiel, sur l'épidémiologie de la santé en France.
Donc là, c'est très officiel. Et on sait que, je suis désolé de vous dire ça, mais les métiers de la culture sont numéro 1 dans les prises de substances X ou Y. Bon, ça va peut-être pas étonner grand monde, j'en sais rien. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a cette question de grand stress. On sait que ce sont des métiers à fort stress. Ça, c'est pas du tout travaillé. Mais on le sait, c'est une réalité. Stress, parce que tu l'as dit, les conditions de vie. On est souvent en dehors c'est pas facile d'avoir sa vie de famille. Ce sont des métiers avec des horaires très particuliers qui mettent beaucoup de pression pour aller très vite. Enfin, ça dépend, mais dans certains cadres, il y a beaucoup de pression. Des fois, justement, les questions de VSS, et pas que élargies, c'est-à-dire les bons ou mauvais comportements dans la relation professionnelle, eh ben, malheureusement, ça évolue, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de débordements, et pas que les VSS. Il y a des façons aussi de traiter les professionnels qui ne sont pas correctes. On le sait. Bon, voilà. Donc ça avance, mais et puis la question donc. Et puis autre particularité, c'est ce qu'on appelle l'happy economy. Les sociologues américains ou anglo-saxons ont très bien développé ça. C'est-à-dire que le métier de la culture, en plus, il y a un côté où il faut toujours avoir le sourire. Tout va très bien, on a de la chance. Par rapport à la vision sociétale extérieure à ces métiers, franchement, on ne va pas se plaindre. On fait un métier ultra cool, hein, super sympa, tout va très bien dans ces métiers. On a de la chance d'être dans les métiers de la culture, de l'art, d'être dans un opéra. Moi, j'entendais ça. On me dit, écoute, tu n'as pas en plus te plaindre. Donc, on ne se plaint pas. Et puis, dans la happy economy, il y a le côté fête. C'est-à-dire qu'en plus, à la fin des concerts, des productions, ou quand on est en tournée, etc., eh ben, c'est bien quand même le soir, on ne va pas se coucher tranquillement, on va boire un coup. Alors vous voyez, la question de l'alcool, et puis on boit un coup, et puis des fois, on prend d'autres choses, etc. Bref, il y a tout un contexte qui fait que même en plus, si on n'a pas trop envie de ça, si on n'est pas trop dans cette démarche, on est un peu obligé aussi de rentrer dans cette sorte d'identité professionnelle. Ça, c'est très compliqué. Bon, ça, c'est un petit peu j'allais dire les spécificités. Il y en a d'autres, mais on pourrait développer. Mais je voudrais quand même garder du temps pour cette question de l'effet vicariant. Tu as tout à fait raison, Maïla. Et ça, on l'oublie complètement. Récemment, j'ai fait une conférence aussi, un peu le même style, pour les journalistes. Pour la conférence des grandes écoles de journalisme, enfin des écoles de journalisme. Donc là, il y a tous les directeurs, tous les profs et tout ça. C'était super. Et ce qui revenait beaucoup, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire de dire oui, il y a tout ça, eux aussi les journalistes, il y aurait à dire, mais il y a, et ça passe encore plus sous les radars, il y a ce qu'on appelle l'effet psychotraumatique des thèmes qu'on travaille. C'est ce que nous on appelle l'effet vicariant, c'est-à-dire que vous faites un reportage, bon je caricature, mais vous faites un reportage social ou sur les gens dans la rue, les choses comme ça, ou sur la dépression aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur la santé mentale. Nous, on le sait, psy. Nous, on travaille là-dessus. Nous, on nous apprend des techniques pour ne pas trop subir l'effet vicariant. Quand on écoute la souffrance, on s'identifie, bien sûr. En plus, dans le métier de la culture, on essaye d'aller toucher l'émotion, de se connecter de façon empathique aussi à son sujet, enfin, j'imagine. Donc, on absorbe par empathie, eh bien sûr, toutes les thématiques qui sont ce que nous on appelle psychotraumatique. Et le psychotrauma pour nous c'est pas rien. C'est pas qu'en contexte de guerre ou d'attentat, je vous le garantis. C'est rien que d'écouter quelqu'un, un ami qui va pas bien, vous êtes en train d'éponger. Et ça a un effet. Et plus vous travaillez là-dedans, si en plus vous êtes concerné, par exemple ici sur la question de l'écologie, tout ça, et que donc vous êtes concerné par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, même si vous n'êtes pas un éco-anxieux, voyez, profond, mais quand même si vous êtes concerné par ce sujet, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est concerné, qui s'intéresse et qui donc peut-être active, investit le côté quand même ça va pas quoi. Vous voyez, en fronçant légèrement les sourcils, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors il y a une étude qui est sortie, pareil, là il y a très très peu de données sur l'éco-anxiété. Pour le moment, ça paraît encore un thème un peu, vous voyez, on dit on rajoute encore un problème de psy, quoi. L'éco-anxiété, on invente un nouveau terme. En fait, on n'invente rien du tout. Nous, alors bien sûr, tu as parlé du Covid, alors d'un coup, là, on a sorti du chapeau la santé mentale après le Covid. Je vous garantis, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ces milieux, je préside un grand réseau de soins psychiatriques et psychologiques. Nous, je vous garantis que ça fait 20 ans qu'on tire la signal d'alarme sur la santé mentale en France. Enfin, pas qu'en France, mais nous, on est là. Donc là, ça y est, on en parle.
Bon, très bien. Hein. Mais en fait, l'éco-anxiété, c'est des vieux sujets. Et quand je dis éco-anxiété, moi, très souvent, je l'élargis à la question de l'environnement au sens large. Parce que pour moi, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est systémique, vous comprenez? C'est-à-dire que la question de l'écologie se prend aussi dans le système. Pourquoi on a des comportements qui ne sont pas écologiques? Pourquoi on a ces comportements-là? Ça, les sociologues vous le disent depuis très longtemps, depuis les années 60, 50, 60 en fait. Vous lisez déjà Claude Lévi-Strauss, il en parlait, vous voyez, les anthropologues aussi nous décrivent très très bien, donc prédit, entre guillemets, à leur façon, ce qui nous arrive là aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est la chute du collectif par rapport à l'individu. L'individu, nous, et je dois dire, je suis désolé, mea culpa des psys, on est un peu responsable de ça aussi, c'est-à-dire que le fait d'être concerné par notre psychologie, par notre individualité, et c'est ça le paradoxe, par notre bonne santé mentale, eh bien, notre développement personnel, eh bien, l'individu, de plus en plus, a émergé par rapport au collectif. Et du coup, les collectifs ont chuté. Et l'individu tout seul, notamment face à des grands thèmes comme l'écologie, eh bien, il se dit, moi, j'y peux pas grand-chose, donc je laisse faire, et puis je vis ma vie. Voilà. En fait, l'étude a été publiée par l'ADEME et un organisme dont j'oublie le nom, pardon s'ils nous écoutent, mais qui montrait qu'il y a à peu près 10 millions de personnes en France qui sont concernées par l'éco-anxiété, 5 millions de manière aiguë, et en tout 10 millions avec des gens qui sont un peu perturbés, mais qui ne sont pas complètement anxieux, et puis voilà, et d'autres qui se préoccupent, mais sans plus. Mais ça risque d'être alimenté par d'autres phénomènes en plus, comme tu dis. Comme je le disais, l'accumulation des facteurs, dont l'écologie, et qu'on sous-estime, mais en consultation, nous, on l'entend, de plus en plus, mais c'est une réalité. Je ne le fais pas pour vous aujourd'hui, c'est une réalité. En fait, je vous l'ai dit, l'anxiété, c'est le trouble number one aujourd'hui. Et quand de psy, pour lequel il demande des consultations, des traitements et tout ça. L'anxiété, pas l'éco-anxiété, l'anxiété. Et c'est l'accumulation de ces facteurs qui crée vraiment, il y a vraiment ce qu'on appelle une génération, notamment moi je travaille beaucoup avec les jeunes adultes, je peux vous dire que les jeunes adultes sont particulièrement anxieux et donc sont des grands consommateurs de consultations psy. Bon, alors on pourrait dire que c'est une bonne chose, mais moi quand même ça m'interroge sur pourquoi il faut que tous ces jeunes qui normalement se lancent dans la vie pourquoi ils sont si déjà à la base de leur vie, sont pas plus presque, j'allais dire, dans la rébellion. Ils ont peur du coup d'activer des choses parce que à la base ils sont anxieux. Et donc le grand trouble, je vous l'ai dit, puis je finis là-dessus, mais le grand trouble c'est ce qu'on appelle anxio-dépressif. Pourquoi anxio-dépressif? C'est très important ça quand même parce que en fait on présente souvent la dépression comme pour elle-même et on se dit t'es dépressif. Bon d'accord, d'abord il y a plein de sortes de dépression, donc c'est très important de bien les diagnostiquer. Il n'y a pas qu'une dépression, pour nous ça ne veut rien dire la dépression. Et anxio-dépressif, pourquoi? Parce que très souvent, ce qu'on remarque, ce qu'on sait maintenant, c'est que, en fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui se présente avec tous les symptômes d'une dépression. Donc encore, il faut bien diagnostiquer le style de dépression, bipolaire, réactionnel, post-traumatique, etc. Il y a et ça ne se traite pas du tout de la même façon. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut remonter à la source. Et ce qu'on retrouve très souvent au début, c'est on en arrive à un élément d'épuisement dépressif parce que on a lutté pendant des mois, voire des années contre l'anxiété. Et en fait, à la base, c'est un trouble anxieux contre lequel on lutte de 1000 façons, je vous l'ai dit, notamment les substances. Et à un moment donné, le cerveau, le psychisme, le corps s'épuisent dans ce qu'on appelle la lutte anxieuse. Il s'épuise et il se déprime. Et là, vous avez un tableau clinique de dépression, mais à la base, c'est l'anxiété. Merci beaucoup, Christophe. On passe la parole maintenant à Sarah pour nous expliquer un petit peu comment Audience s'y prend, quelles sont les aides disponibles. Alors, déjà, j'aime beaucoup intervenir avec Christophe parce qu'il a vraiment la double casquette psychologue et puis chanteur lyrique. Du coup, tu as vraiment les deux aspects.
tu as dit déjà un certain nombre de choses. Alors en fait, nous à Audience, on a mis en place et on pilote différents dispositifs, à la fois sur le sujet de la santé mentale, mais pas que. On pilote notamment une mission handicap qui est spécialisée dans le secteur de la culture, où on accompagne les artistes et les techniciens qui, à un moment donné de leur carrière, du fait de problématiques de santé, ont besoin de repenser leur projet professionnel. Souvent, la porte d'entrée dans le cadre de nos accompagnements, c'est des difficultés financières. Donc, il faut savoir qu'au sein d'Audience, on a un service d'action sociale et on peut vous accompagner en cas de difficultés financières. Parce que ce que tu disais, dans le secteur de la culture, en effet, quand il y a une problématique de santé, que ce soit physique ou psychique, on n'en parle pas. Mais du fait de cette problématique de santé, on va potentiellement moins travailler, refuser des contrats. Il y a aussi une précarité financière qui va s'installer. Donc souvent, la porte d'entrée, c'est une difficulté financière. Et lorsque les collègues de l'association sociale posent un diagnostic, font un entretien un peu approfondi, ils se rendent compte que la cause des difficultés financières, c'est les problématiques de santé. Donc concrètement, nous, c'est vraiment une prise en charge globale à 360 degrés. On accompagne pour mobiliser les droits. Donc à partir du moment où une problématique de santé freine vraiment l'activité professionnelle, il y a des dispositifs qui peuvent être enclenchés. Il y a notamment ce qu'on appelle le statut de travailleur handicapé. Donc on accompagne sur ces démarches. S'il y a besoin de repenser le projet professionnel, on a mis en place des accompagnements spécifiques, notamment mis en place par le ministère de la Culture, qui s'appelle le Fonds de professionnalisation. Et on travaille avec tout un réseau de partenaires, que ce soit France Travail, Cap Emploi. Il existe aussi une médecine du travail qui est spécifique, Tali Santé, auprès des intermittents. Et on peut s'appuyer aussi sur l'expertise, notamment d'ergonomes, s'il y a besoin, par exemple, de faire une étude de poste et s'il y a besoin d'aménager le poste de travail. Donc ça, c'est ce qu'on met en place à destination des professionnels. Et dans le cadre de la mission handicap, on accompagne aussi les entreprises, donc les sociétés de production notamment, qui souhaitent aussi mettre en place des actions autour du handicap, s'ils souhaitent diversifier notamment leur recrutement. Et la mission handicap est financée par l'AGFIP. L'AGFIP. On a mis en place. Alors là, on est vraiment aussi sur le sujet de la santé mentale. On propose aussi des aides financières pour les professionnels qui souhaiteraient aussi enclencher un suivi psy. On a aussi parlé de la problématique des addictions qui peut être assez intense dans nos secteurs. On propose aussi une permanence au pôle santé bergère qui est situé sur Paris, avec une psychiatre spécialisée en addictologie. C'est un entretien aussi de diagnostic et qui vous permet ensuite éventuellement d'être réorienté vers des dispositifs spécifiques par rapport au sujet de l'addiction. Et quels sont les autres réseaux disponibles d'aide, en fait, en dehors peut-être d'Audience ou de manière générale, pour quelqu'un qui ne va pas bien? Eh bien voilà, tu touches au cœur du problème, Marina. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Ah non. Mince. Eh ben, je connais très bien le sujet parce que donc, je vous disais que je co-préside un grand réseau de soins psychiatriques et psychologiques. C'est très compliqué d'organiser des réseaux de soins spécifiques. Dans la culture, déjà, il n'y a pas de chiffres. C'est très tabou. Donc, organiser un réseau, déjà, c'est presque miraculeux d'en parler aujourd'hui dans un contexte comme ici. Donc, c'est super. Mais il y a vraiment tout un travail. Alors, organiser un réseau d'aide, à part effectivement Audience et Tali Santé, après, c'est malheureusement, et alors là, c'est un vrai problème, parce que dans nos métiers psy, vous le savez, c'est un petit peu, comme on dit, au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'en plus, maintenant, vous avez les plateformes un peu Doctolib, etc., c'est-à-dire que vous y allez un peu au pif, comme on dit. Et le problème, c'est que dans notre secteur, il y a beaucoup de spécificités, de techniques, d'approche. Si vous n'êtes pas au courant sur quel style de psy vous tombez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, il y a plein de techniques intéressantes, mais si déjà il n'y a pas eu une préévaluation de quoi vous avez besoin. Par exemple, vous allez voir moi je suis psychanalyste, donc vous allez voir un psychanalyste, voyez, d'une certaine en plus obédience, qui arrive, qui va vous accueillir comme un psychanalyste, vous avez vu, vous connaissez, alors que vous êtes en grave dépression, vous n'allez pas parler pendant 45 minutes, et puis vous allez repartir, vous allez être très déçu parce que le psychanalyste, lui, pour peu qu'il ne soit pas dans une technique un peu dite anglo-saxonne, c'est-à-dire un peu plus interactif, il va être un petit peu, il ne va pas vous parler, il ne se passe rien pendant 45 minutes, il ne va pas voir que vous êtes, il va rien dire de votre dépression, et du coup, c'est rencontre ratée. Et là, ça rebelote pendant 3 mois avant de refaire la démarche. Vous comprenez? On perd du temps.
Alors que vous auriez été voir un psychiatre d'une certaine façon d'intervenir qui pourrait diagnostiquer dépression, peut-être il faut ça, peut-être il faut psychothérapie, mais de quel style? Par exemple, vous venez de subir, ou par exemple, on prend l'effet Vicariant, vous avez fait un reportage, vous faites quelque chose qui vous a vraiment tellement heurté que vous avez un effet, on va dire, un peu psychotraumatique, au Vicariant, ou etc. Certains styles de thérapie ne vont pas vous aider, nous on le sait, il vaut mieux d'autres styles de thérapie qui vont plus travailler sur l'effet traumatique. Bon, mais si ce n'est pas évalué ça, si on ne sait pas pourquoi même vous êtes en dépression, ce que je vous disais, si vous n'avez pas ce qu'on appelle une pré-évaluation, par exemple, vous allez tomber sur quelqu'un qui peut-être va vous donner un traitement, mais ne va pas du tout travailler la dimension psychotraumatique. Alors on va travailler vos symptômes dépressifs, mais ça ne va pas du tout vous aider sur le fond de pourquoi vous êtes tombé en dépression. Et donc vous allez comme ça avoir un traitement, mais qui ne va pas du tout travailler ça. Et en fait, vous n'allez pas le traiter. Et vous allez pouvoir rester avec votre psychotrauma pendant des mois, voire même, et ne pas pouvoir, et c'est ça qui va être très étrange, reprendre le boulot. Parce que vous allez aller mieux sur le plan de l'humeur, par exemple, dépressive, ça va aller mieux, le traitement va vous aider, parce que c'est très efficace. Mais par exemple, vous allez développer, sans comprendre d'où ça vient, une grande phobie, qui n'est pas une vraie phobie, mais enfin bon, vous allez avoir une appréhension à revenir sur votre terrain de travail, etc. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez éviter absolument votre terrain de travail. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Bref, tout ça pour dire que ça c'est un vrai sujet. Plus de tomber sur un professionnel qui en plus quand même comprend un peu les spécificités de votre métier, qui les prend en compte aussi. Ça c'est le côté biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il prend en compte votre style de vie, ce que vous traversez, qui vous écoute autour de ça pour prendre globalement votre problème en compte. Et comment faire pour avoir une évaluation correcte? C'est pour ça que nous, on a quand même identifié un réseau. Alors, on travaille avec une dizaine de psychologues qui ont l'habitude de travailler et d'accompagner des professionnels du secteur. Donc, c'est vrai que c'est déjà un gain de temps. Ce qu'on propose, c'est pas une thérapie dans la durée, mais justement, c'est 3-4 séances pour faire un petit peu cet entretien de diagnostic dont tu parles, évaluer vraiment la demande. Et ensuite, alors, il existe quand même des dispositifs, alors pas spécifiques à la culture, mais type les CMP, les centres médico-psychologiques, etc. Mais pour qu'il y ait déjà cette première évaluation un petit peu spécifique, en tout cas liée aux particularités des métiers culturels, pour ensuite réorienter vers le dispositif le plus adapté. Alors ça, c'est très très important. Vraiment, et ça c'est super, mais ça c'est audience encore. Mais tu parles après de l'aval. C'est toute la question. En fait, j'allais dire, le maillon intermédiaire, ça existe. Même les généralistes, vous voyez, sont formés maintenant à la psy, ils voient bien. Mais c'est pareil. Nous, dans le réseau, les généralistes, les médecins généralistes nous appellent et nous disent « Help, je fais quoi avec ça ?» Parce que tu cites les CMP. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les centres médico-psychologiques. Ça, c'est un modèle français génial. En psychiatrie, vous avez accès à des soins psychiatriques et gratuits, au long cours, autant qu'il faut, par lieu de localisation de votre habitation. Ça, c'est super. Le problème des CMP, tu le connais, c'est les délais, c'est-à-dire, mais c'est toute la psychiatrie ou la psychologie en France, c'est les délais, les coûts et les délais. Alors les coûts, vous y répondez, ça c'est super, vous prenez en charge, et ça, merci audience. Mais les délais, quand vraiment ça doit durer. Or, les CMP, malheureusement, en France, c'est 6 mois, voire 1 an de délai d'attente. Ça, c'est la réalité, il faut le dire. Vous savez, quand nous, les psys, on tire le signal d'alarme, alors bon, on n'est pas les seuls, chaque profession tire son signal d'alarme, on n'a pas assez de budget, tout ça. Mais c'est une réalité. Et nous, on est dans des conflits éthiques très compliqués, parce que nous, on reçoit des personnes, on les voit en souffrance, on les accompagne un certain temps, et puis après on dit, ce qui est gratuit, même le dispositif Mon Psy, c'est 10 séances. Nous on sait que des fois 10 séances, enfin même souvent, en psy ça ne suffit pas. 3, 5, 6, 10 gratuites, c'est super, mais ça ne suffit absolument pas, on le sait. C'est pas pour dire, nous on veut des sous, c'est une réalité clinique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Après, il y a les relais gratuits, les CMP, et là, on dit, on est désolé, allez au CMP. Et les CMP, quand ils vous répondent, parce qu'ils sont tellement débordés que, ils ne répondent pas, et puis il faut y aller, et là, on vous dit, on vous met sur liste d'attente, on vous rappelle et des fois, on ne rappelle pas du tout, ou on rappelle 6 mois, 1 an. Mais quand vous êtes en dépression et que vous avez besoin d'un suivi, on n'attend pas 6 mois, quoi. Enfin, c'est pas possible.
On peut passer la parole à la salle si vous avez des remarques ou des questions. Ça peut être sympa. On a à peu près un quart d'heure comme on a démarré avec un peu de retard. On négocie 5 minutes de plus. Merci. Je sors un petit peu du secteur, mais je pense que quand même ça a une influence puisqu'on produit des contenus. Ces contenus vont sur les réseaux sociaux. Et il me semble que cette activité a un impact sur la santé mentale. Et vous dites que ça a explosé après le Covid. Alors sans doute le confinement est peut-être pour quelque chose, mais c'est là où on a multiplié les usages des réseaux sociaux, à titre personnel mais aussi professionnel, avec la dimension happy très très forte. Voilà, je voulais un peu vous entendre aussi là-dessus. Ça fait quand même écho à nos professions. Bon, alors c'est pareil, hein, c'est une table ronde en elle-même, hein, les réseaux, mais c'est très intéressant. C'est compliqué, parce que, vous voyez, moi je sors la semaine dernière, on était dans une grande réunion justement de réseaux, tous les psychiatres et les psychologues, on était là, on discutait notamment, et pas que les réseaux. Il y a une nouveauté qui arrive, c'est les intelligences artificielles. Et pour la psy, c'est quelque chose, vous allez voir, hein, ça va pas être simple ça. Mais bon, c'est la réalité, donc on va travailler avec, puisque c'est là. Voilà, nous c'est compliqué parce qu'on est très ambivalent. Il y a des choses bien et puis des choses pas bien, évidemment. Les choses bien, c'est que ce qu'on voit, c'est que ça a quand même ouvert la parole sur tout ça. Et pas que par les réseaux, mais par justement les médias en général ont ouvert. Récemment, vous avez ce grand exemple de ce journaliste que vous connaissez tous, hein, qui a sorti son livre, qui libère la parole. Très régulièrement, hein, c'est pas le premier, il y en a une d'autres avant, il y a des chanteurs qui ont aussi témoigné de leurs troubles. Bon. Ça, c'est toujours bien, ça libère la parole. Ça permet aussi que, notamment chez les jeunes, parce que c'est beaucoup eux qui se servent de ces réseaux sociaux, eh bien, ils puissent échanger entre eux, trouver des relais, trouver éventuellement des premières consultations, ça c'est super. Évidemment, il y a l'effet inverse qui arrive, négatif. Et ça, l'un des gros soucis qui nous préoccupe beaucoup d'ailleurs, c'est la question des chatbots. Vous connaissez les chatbots tous, hein, c'est-à-dire le fait que les réseaux vous entretiennent dans ce qui vous intéresse, quoi. Et donc vous proposent des contenus, à force les algorithmes vous proposent des contenus. Et ce qu'on voit arriver, nous, dans nos consultations, ça c'est un vrai souci, ça nous inquiète beaucoup. Mais bon, c'est que, évidemment, quand vous avez un jeune, par exemple, un adolescent qui ne va pas bien, et puis commence à regarder des vidéos, parce qu'il cherche du soutien par les pairs. Donc, des témoignages, au début, c'est soutenant. Je ne vais pas bien, je cherche un témoignage de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est un peu ce que fait Nicolas de Morand lorsqu'il témoigne de « je suis bipolaire, très bien, je vous explique ». Ça sert beaucoup à des gens qui sont bipolaires, isolés chez eux. Voilà, ça leur dit, allez voir, consulter. Bon, c'est pas simple la psychiatrie, il dit dans son livre, mais on peut être aidé quand même. Bon, et ça, c'est bien. Donc, allez chercher de l'aide, très bien. Et puis, à un moment donné, ça tourne en boucle, notamment sur les réseaux, avec les algorithmes. Et ce qu'on voit, nous, c'est des jeunes qui nous disent, de contenu en contenu, ils voient des choses de plus en plus dépressogènes. C'est un jargon qu'on emploie pour dire ça vous déprime de plus en plus, d'entendre parler que de témoignages de dépressifs, et puis de gens suicidaires, et puis à un moment donné, ils s'enferment dans une boucle, et là, c'est plus du tout positif, c'est négatif. Bon. Après, il y a la question des relations. C'est-à-dire que le grand thème des liens des réseaux sociaux, et ça, c'est plutôt les sociologues qui en parlent très très bien, c'est la question des liens, ce qu'on appelle liquides, enfin, on se connecte et on se déconnecte dans le lien. Les liens sont extrêmement fragiles. Et ça, nous, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui, du coup, se sentent... Alors, vous savez, l'un des grands thèmes de la jeunesse, il y a la santé mentale, mais c'est la solitude. C'est incroyable, ça. Hein, ça pourrait dire... parce qu'ils sont ultra connectés, mais le sentiment de solitude, c'est-à-dire d'avoir des liens qui sont extrêmement fragiles, qui finalement, ils sont seuls, tout en étant connectés, mais on n'est pas forcément en lien, un lien durable dans la connexion, parce qu'on peut se déconnecter en un clic. Et ça, ils nous le disent. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est complexe, quoi. Et encore, il y aurait bien des choses à développer, quoi. Oui, moi je rebondis, tu parlais des jeunes, mais nous dans le secteur aussi, il y a par exemple les artistes, les musiciens qui ont aussi l'impression qu'ils doivent être toujours visibles, poster du contenu et que du coup ça devient vraiment les multi-compétences à avoir. Et ça, c'est vrai que c'est un
un sujet qui revient de plus en plus, nous aussi, dans le cadre des accompagnements qu'on peut avoir par rapport au réseau. Les gens qui travaillent sur les dossiers RSE, dont moi, et quelques personnes présentes dans cette salle, en fait, nous aussi, on subit ce genre d'angoisse, en quelque sorte. Voilà, donc il n'y a pas que les métiers de l'audiovisuel, il y a aussi les métiers de la RSE. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on apprend à mieux gérer ces choses-là, peut-être moins regarder, peut-être moins lire les choses hyper anxiogènes, et plutôt voilà, sélectionner ce qu'on regarde pour garder cet équilibre, parce que c'est notre job. Donc en fait, on ne peut pas trop décrocher de ça. Et le fait de ne jamais pouvoir décrocher, ça peut poser aussi des soucis, en fait. Mais c'est vrai que voilà, ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que le fait que de plus en plus de personnes visibles prennent la parole sur le sujet de la santé mentale, nous on voit dans le cadre de nos suivis, alors, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid, mais on a toujours accompagné des professionnels qui mettaient en avant des difficultés de santé mentale, mais c'est vrai que les prises de parole de personnalités un peu publiques, on voit que le nombre de personnes, on accompagne à peu près 100 personnes par an sur ce sujet-là, de la santé globale, et sur la santé mentale, ça augmente un peu tous les ans en termes de pourcentage, donc les réseaux amènent aussi ça en fait. Il y a une question. Bonjour, je suis auteur et réalisateur de documentaires et j'ai travaillé dans des rédactions aussi. Et vous connaissez la répartition des informations négatives ou anxiogènes par rapport aux informations plus positives. Et en ce qui concerne ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est-à-dire l'environnement, la nature, il y a une part importante d'informations anxiogènes aussi qui nous met face aux responsabilités, et c'est très bien. Moi, j'ai choisi un créneau, montrer les exemples positifs, mais je voulais avoir votre avis, vous, professionnels de la santé mentale, par rapport à cette répartition. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a peut-être des anxiétés qui se sont développées avec un certain nombre de reportages ou d'informations continuelles sur des aspects négatifs, et notamment concernant l'environnement ? Là, je vous rejoins tout à fait. C'est ce que je disais juste avant, mais en effet, c'est-à-dire que ce que nous disent... Alors, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, c'est intéressant parce que eux, ils se saisissent de tous ces contenus, donc ils arrivent, et ce qu'ils nous disent, ce qu'on voit en fait, le problème de la jeunesse, de plus en plus, c'est l'entrée dans le monde adulte. Vraiment, ce qu'ils nous disent, c'est « moi, je ne veux pas y aller ». Non mais vraiment, c'est incroyable. Alors moi, je me rappelle, j'avais qu'une envie, c'est... y aller le plus vite possible. Bon, alors c'était anxiogène, on va dire, mais j'y allais quand même. Alors qu'eux, ils y vont, mais ils freinent des cas de fer, quoi. C'est très, très spécial. Et pourquoi ? Et ils nous le disent. Ils sont très pessimistes, parce que tout le contenu de ce qu'on leur livre, c'est très pessimiste. Et donc, alors, c'est très compliqué, parce que évidemment qu'il faut être réaliste. Il ne s'agit pas d'être... parce qu'il y a aussi le côté, vous savez... Vous avez aussi des sociologues qui travaillent très très bien sur le côté apicratie. Vous savez, c'est-à-dire on est dans une démocratie où tout doit aller bien, je vous le disais, et tout va. Non, l'idée c'est d'être réaliste. Il y a des réalités, notamment écologiques, environnementales, complexes. Il faut les développer. Mais évidemment qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, peut-être, j'imagine que vous faites ça, des reportages sur justement qu'est-ce qu'on fait comme action, qu'est-ce qu'on peut mobiliser. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent un peu sidérés juste par l'information pessimiste. Vous savez, le mot qui revient très très souvent dans le vocabulaire que j'entends moi en consultation, c'est effondrement. Je vous garantis, je pourrais faire des statistiques, c'est un mot, effondrement. Pourquoi ? Parce qu'on entend effondrement économique, non mais c'est partout, on le lit dans les journaux, l'effondrement écologique, l'effondrement, et or nous, on a un vrai souci, les psys, avec ça, c'est que nous aussi, ça existe chez les psys. Ça s'appelle l'effondrement psychique. C'est la dépression. C'est une autre façon, c'est un mot psy qu'on utilise, effondrement, c'est-à-dire qu'on s'effondre psychiquement. D'accord ? Sur nos bases narcissiques, c'est-à-dire, pour nous, le narcissisme, c'est ce qui nous tient un petit peu, c'est notre structure qui nous tient à peu près debout, pour agir dans la vie. Et donc, les jeunes, ils arrivent, ils sont un peu arrêtés dans leur capacité d'action, ils ne savent plus
comment agir, parce qu'on ne leur envoie, enfin, j'exagère, vous faites visiblement un travail différent, mais ils ont l'impression de n'avoir accès qu'à des contenus très dépressogènes de ça va pas, ça va pas, ça va pas, et il le faut, il faut informer sur la réalité de ce qui se passe, très bien. Mais ce qu'ils nous disent, c'est oui, mais je ne sais pas quoi faire. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il faut aussi leur montrer des voies de capacité d'agir. Parce que s'ils ne savent pas de quoi se saisir comme action, eh bien, en général, ils sont sidérés. Et le premier mouvement, c'est je ne veux pas y aller du coup. Parce que si c'est juste pour avoir un bon diplôme, faire ceci, mais que derrière, en fait, tout va s'effondrer et tout ça, bah, je ne vois pas pourquoi, quoi. Hein, plutôt que de leur dire, et nous, des fois, en consultation, je vous garantis, c'est très étrange, hein, parce que le côté psy, vous voyez, existentiel, tel qu'on l'imagine chez les psys ou même les psychanalystes, bon, c'est une part, et de plus en plus, eh bien, des fois, je travaille avec eux de ce qu'on appelle mentaliser, c'est un travail de mentalisation, de projection de leur capacité d'action. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est-à-dire, je travaille avec eux parce qu'ils sont un peu sidérés psychiquement. Vous voyez, ils n'arrivent plus à imaginer ce qu'ils pourraient faire pour que ça aille mieux. Ils sont sidérés. C'est ce qu'on appelle la sidération traumatique. Il y a un effet un peu traumatique face à ce qu'on leur présente de pessimisme, et qui pourtant, il faut montrer, c'est compliqué. Mais il faut aussi leur montrer, leur dire, ok, ben ça va mal, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, dans 10 ans, ça va pas aller du tout, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, c'est juste ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la sidération traumatique, c'est-à-dire, on n'arrive plus à penser. On ne peut plus mentaliser une capacité d'agir ou de se projeter dans l'avenir, mais en termes d'acteurs, comprenez? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je peux ajouter un témoignage personnel. En fait, comme on a cofondé EcoProd, enfin il y a déjà très longtemps, on avait lancé, donc Audience et EcoProd avaient lancé des formations à l'écoproduction. Peut-être que certains se rappellent, ça s'appelait autrefois parcours d'écoproduction. Aujourd'hui, voilà, c'est AFDAS, etc. Et ça s'est beaucoup professionnalisé. Donc, on avait lancé ce parcours en juillet 2018 et en 2020, quand Covid est arrivé, donc coup d'arrêt, plus personne ne sort, etc. Très rapidement, avec Laurence, ma copilote, en quelque sorte, Laurence Lafito, on a basculé sur le online. Et là, on a eu plein de gens. Donc, en fait, on n'est pas resté dans la sidération. On a basculé sur des visios. On a tout adapté avec Laurence, tout le contenu en visio. Et ça a très, très bien fonctionné. On faisait 3-4 parcours par an jusqu'à ce que cet épisode passe, etc. Il y avait beaucoup de monde, en fait. Parce que ça mobilisait aussi les gens. Au lieu de déprimer, on était en train de faire quelque chose d'utile. Je vous prie de m'excuser si, comme je suis arrivée en cours, il y a sûrement tout le volet proprement, propre à nos métiers qui sont quand même marqués par la précarité. Donc j'imagine que vous avez déjà parlé de tout l'environnement qui forcément ne peut que créer, des conséquences très concrètes, donc qui sont liées à l'environnement précaire et d'incertitude dans lequel on est quasi en permanence quand on est en tout cas côté auteur, réalisateur ou même intermittent. Mais je voulais savoir si vous avez parlé aussi ou si vous aviez eu des réactions sur... vous savez, il y a une étude sur les scénaristes qui a été faite par la SACD. Je ne sais pas si ça vous parle. S'il y a une étude en fait spécifique qui a été faite sur la santé mentale en fait des scénaristes, auteurs, voilà, qui est assez édifiante. Mais bon, du coup, je vais pas. Enfin, on n'a plus le temps. Et puis, je suis pas la spécialiste de cette étude-là, mais elle avait été... les résultats de l'étude avaient été portés à notre connaissance à La Rochelle, au dernier festival de La Rochelle. Voilà, et donc qui parle de, pareil, c'est l'environnement de travail, ou plutôt l'absence de cadre ou de protection, en fait, y compris du code du travail, parce que quand on est auteur, il n'y a soi-disant pas de lien de subordination, alors qu'en réalité, bien évidemment, qu'il y a des rapports de pouvoir, enfin bref, voilà, et qui fait que c'est une population qui est encore plus à risque, en fait,
de harcèlement et tout, etc. Bon, désolée, du coup, on était parti sur quelque chose de positif. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve positif, personnellement, c'est qu'on en parle de plus en plus. Et j'ai le même... Ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens connus, célèbres, qui en parlent de plus en plus et enfin, on espère que ce soit de moins en moins tabou. Parce que je trouve que par rapport au Canada, par exemple, c'est encore vachement tabou, la santé mentale et l'hygiène mentale. C'est vrai que par rapport aux auteurs, au niveau de la sécurité et des droits, c'est encore plus précaire peut-être que les intermittents. Et c'est pour ça que la SACD avait mis en place cette étude 2025. Peut-être pour conclure, c'est l'année de la santé mentale. Donc nous, à Audience, ça fait un moment qu'on prend la parole et voilà, qu'on fait intervenir aussi des spécialistes sur ce sujet-là. En ce moment, il y a plein de documentaires, hein, hier encore diffusés. Donc peut-être que les choses aussi vont continuer à bouger. Ben merci de votre intervention parce que ça me donner le petit mot de conclusion. Du coup, je reprends ce que vous dites. Vous avez employé un mot que je n'ai pas employé avant, c'est vrai. C'est le mot de protection. En fait, la santé mentale, c'est un équilibre. Vous avez compris, toujours mouvant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fluctuant, c'est mouvant. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est normal. Ça, c'est normal. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un mélange de trois choses. Le mélange à la fois de comment on est constitué pour résister, pour faire avec, hein, et avec quoi, c'est le deuxième facteur, les aléas de la vie. Il nous arrive des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc on doit résister, s'organiser, changer, s'adapter, etc., pour tenir, pour ne pas s'effondrer. Hein. Et il y a un troisième facteur, très très important, et peut-être ça va permettre de finir sur du positif, du négatif positif. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les facteurs de protection, sur lesquels on ne communique pas assez. Hein? Parce que très souvent, quand on parle de santé mentale, on montre ce qui ne va pas, on montre quand on n'est pas bien, et il faut le dire, ça existe, j'ai un trouble bipolaire, voilà ce que c'est, voilà la réalité de ça, quoi, d'accord. Mais on ne trahit pas assez, on ne montre pas assez qu'est-ce que c'est que les facteurs de protection, c'est-à-dire comment justement on peut se saisir notamment du collectif. Le collectif, c'est très très important. Comment on s'entoure bien, comme on dit, pour tenir, parce qu'on ne tient pas tout seul debout. Ça, je vous disais, l'individu aussi, eh ben, c'est là qu'il y a eu la bascule de la santé mentale. Quand l'individu est devenu un peu auto-entrepreneur de sa bonne santé mentale. Ça aussi, c'est complexe. Avant, c'était le collectif qui organisait ça. Hein? On prenait en charge la maladie mentale beaucoup mieux. Aujourd'hui, on nous renvoie chacun à soi. On vous donne quelques consultations gratuites et puis vous vous débrouillez. À vous la responsabilité de votre santé mentale. Hein? Donc, comment on trouve des facteurs de protection? Comment on se met justement, l'un des facteurs de protection, c'est comment l'environnement professionnel évolue pour éviter qu'en plus, déjà peut-être on peut être ballotté par les courants de la vie, par les aléas de la vie, mais si en plus, au travail, on est aussi dans des environnements qui viennent nous heurter, évidemment, ça ne va pas aider. Ça fait partie des facteurs de protection. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des enjeux sur lesquels on peut très concrètement agir. Tu as rapidement parlé des VSS, hein, bien entendu, toutes les violences sexuelles et sexistes. Ben ça fait partie des facteurs, des avancées énormes qui ont été faites. Enfin, il y a encore du boulot, mais enfin, voilà, ça avance. Et évidemment que de communiquer là-dessus, de faire avancer les comportements et les mentalités, eh bien, ça participe des facteurs de protection pour éviter d'avoir à subir des impacts trop lourds et de l'accumulation des facteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.